Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à notre webinaire. Nous allons amorcer les travaux dans environ 1 minute. Il y a encore quelques participants qui se joignent à nous. Merci beaucoup de participer aujourd'hui. Commençons les travaux. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinaire. Ce webinaire découle de la collaboration de plusieurs et nous sommes heureux de partager les résultats de notre consultation antérieure. Encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes de se joindre à nous. J'aimerais commencer tout d'abord en vous présentant les détails techniques. Vous verrez au bas de l'écran qu'il y a un petit bouton, une icône d'interprétation. Si vous ouvrez, cliquez dessus, vous avez l'option de 4 langues d'interprétation, soit l'anglais, le français, l'arabe et l'espagnol. Malheureusement, le mot arabe est sorti comme coréen et on ne peut malheureusement pas le changer. C'est un petit problème technique avec le système. Ça semble un peu étrange, mais c'est comme ça que nous allons procéder aujourd'hui. Merci. À la gauche de l'interprétation, nous avons une fonction pour la période questions-réponses. Vous avez le droit de poser des questions tout au long du webinaire. Dans la fonction clavardage, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais aussi me présenter. Je m'appelle Michèle Montegrano. Je travaille avec la Croix-Rouge du Canada. Je suis aussi membre du réseau Femmes, Paix et Sécurité Canada. Je serai la modératrice aujourd'hui. Je vous remercie à tous. J'aimerais recommencer avec la reconnaissance. Donc aujourd'hui, je suis sur le territoire non traditionnel, non cédé de la région d'Ottawa, Anishinaabe. Je crois qu'il est important de reconnaître cette terre. Nous devons réfléchir à l'impact du colonialisme qui a affecté les Premières Nations au Canada. Il faut aussi reconnaître l'histoire autochtone. La réconciliation est un élément important du programme Réseau Femmes, Paix et Sécurité Canada. Cette reconnaissance est importante non seulement au Canada, mais ailleurs sur la planète. Le programme Femmes, Paix et Sécurité n'avancera pas si nous excluons les femmes autochtones. C'est une façon de reconnaître et d'apprécier les femmes autochtones qui luttent pour leur propre sécurité. Alors, je vois que quelques-uns d'entre vous se sont déjà présentés dans la boîte de clavardage. Ce serait bien que nous puissions le voir ici. Je pense aussi que nous avons un sondage pour voir quelle est la répartition de nos membres, de nos participants. C'est une façon de non seulement entendre parler des femmes qui participent au réseau Femmes.Sécurité ainsi que des coprésidentes, car nous représentons le Canada, nous avons aussi des représentants de l'Uruguay. Ils font partie du réseau des points focaux. Nous voulons réfléchir aujourd'hui sur les réussites du réseau. Nous voulons aussi entendre les femmes artisanes de la paix avec nous. Nous avons vraiment d'excellentes conférencières aujourd'hui. Nous avons participé aux consultations avec les organismes de la société civile qui ont eu lieu au mois d'août. Ils pourront alors présenter leurs propres recommandations et leurs propres réflexions au sein du réseau des points focaux. Par la suite, nous allons partager les recommandations recueillies et qui ont été colligées dans un rapport que nous allons publier aujourd'hui. À la toute fin, nous aurons une séance de questions-réponses. Nous répondrons donc à vos questions. Pour terminer,
nous aurons l'ambassadrice de Femmes, Paix et Sécurité qui s'adressera à vous. Merci à tous. Je vais maintenant présenter nos conférenciers et conférencières. Commençons avec nos représentants du gouvernement. Ils jouent un rôle essentiel au sein du réseau des points focaux pour faire avancer le programme Femmes, Paix et Sécurité. La FPS représente plus de 80 États membres qui se sont engagés pour faire évoluer le programme de la FPS. En 2020, l'Uruguay et le Canada sont les co-présidents des événements. C'est vraiment un moment passionnant pour faire évoluer la question. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter Gwen Coot. Gwen Coot est la représentante canadienne du réseau des points focaux. Elle est la directrice générale du programme des opérations chez l'AMC. Elle fera une courte présentation et nous pourrons par la suite lui parler. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureuse de voir le nombre de participants et de participantes. Tout d'abord, j'aimerais reconnaître l'effort incroyable, l'effort collectif de nos partenaires de la société civile au cours des derniers mois. Ils ont élaboré une série de recommandations et de priorités pour le réseau des points focaux FPS. Félicitations! Vous avez réussi à colliger des perspectives de plusieurs partenaires autour du monde. Et vous avez une excellente représentation aujourd'hui. Le Canada est très heureux d'avoir fourni un soutien financier pour élaborer ces recommandations. Ensemble, avec notre coprésident, l'Uruguay, nous cherchons à renforcer la collaboration ainsi que l'intégration de la société civile au sein du réseau des points focaux FPS à partir de maintenant dans les prochaines années. Il y a de ça 20 ans, la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325 et le programme de la FPS n'auraient pu être atteints sans les efforts concertés de la société civile. En 2020, nous reconnaissons que nos partenaires de la société civile font encore des efforts et permettent de réaliser la vision sur le terrain, et ce, partout sur la planète. Alors que les États membres, en tant qu'États membres, nous comptons sur l'appui des membres de la société civile pour nous maintenir imputables à partir de 2020 et pour les prochaines années. Nous aimons bien votre passion et votre soutien pour transformer cette vision en réalité sur la planète. Nous avons une position beaucoup plus enrichie avec votre participation. Nous voulons continuer le dialogue, car nos actions en tant que gouvernement feront vraiment une différence. Ce n'est pas toujours facile à accomplir. Nous avons une série de discussions en ligne avec la FPS ainsi que des spécialistes de la société civile. Nous en avons fait quelques-unes depuis le début de 2020. Il a été clair qu'une réponse efficace à la pandémie de la COVID-19 ainsi qu'à notre stratégie de rétablissement doit inclure le programme de la FPS. Nous savons également qu'il faut reconnaître la protection et le soutien pour les femmes artisanes de la paix. Ces femmes qui font face à des défis incroyables car nous ne sommes pas dans une situation normale pour l'instant. Nous avons vu que ces défis ont été exacerbés par la pandémie. Le Canada et l'Uruguay sont co-présidents du réseau des points focaux. Nous savons qu'un engagement solide de la société civile est essentiel. Nous voulons identifier des actions tangibles pour faire évoluer le dossier. Les priorités qui seront partagées aujourd'hui nous aideront à préparer d'autres événements pour l'année 2020 et dans les prochaines années. Ces événements comprendront des dialogues de haut niveau des différents leaderships pour marquer le 20e anniversaire de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1325.
Nous allons en parler lors de la semaine des débats du FPS. Les deux pays ont élaboré un programme pour cet événement, de pair avec nos partenaires, l'Afrique du Sud, la Namibie et autres. Soyez à l'affût, nous aurons d'autres détails pour cet événement virtuel qui aura lieu au mois d'octobre. Nous voulons vous donner la parole. Nous vous écoutons, nous agissons. Le Canada continuera à démontrer son agenda pour le programme de la FPS, autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Nous avons bien accueilli vos recommandations et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos collègues du réseau des points focaux. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci. C'était une très belle présentation. Du côté de la société civile, nous sommes très heureux de participer à cet enjeu et de maintenir un engagement permanent avec l'Affaire mondiale Canada. Ça a été tout à fait excellent. Je vais maintenant passer la parole à Menelia Martinez. Elle est directeur de l'ALMC pour le gouvernement de l'Uruguay. Elle est aussi la représentante du réseau des points focaux FPS. Elle est coprésidente cette année avec le Canada et son rôle est tout à fait instrumental pour l'élaboration du programme de cette année. Vous avez la parole, madame. Bonjour. Bonjour à tous de l'Uruguay. Bonjour à tous ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Alors, c'est vraiment... Merci beaucoup de nous avoir invités à participer aujourd'hui à cette rencontre virtuelle. Je n'aurais pas pu être ici. Et par-dessus tout, j'ai le privilège de vous entendre en personne, comme l'ambassadrice Jacqueline O'Neill l'a mentionné lors du dernier webinaire. Alors, nous sommes une conférencière principale. Alors, c'est vraiment très intéressant de vous entendre, de voir vos réalisations, de voir qui sont les gens de la société civile. Nous voulons vraiment consolider les recommandations. Alors, nous sommes très anxieux de pouvoir poursuivre les travaux. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec l'ambassadrice. Elle représente une équipe fantastique au sein de l'AMC et nous allons travailler ensemble car nous voulons vraiment que les organismes que nous représentons ainsi que les femmes soient toujours en première ligne parce que nous savons qu'elles sont là, au front. Nous savons que toutes vos activités quotidiennes avec les leçons apprises et les territoires que vous représentons, notre travail a fait maintenant du sens. Pour ceci, vos contributions sont importantes. Il est bien de pouvoir procéder à ces consultations. Alors, cela a une valeur inestimable pour faire accélérer la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité. Au niveau national, les réseaux des points focaux, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer à ce webinaire. Nous sommes là, attentifs, à l'affût. Nous voulons apprendre et nous allons vraiment écouter de façon très attentive les autres conférenciers. Nous voulons aussi renouveler notre engagement afin de pouvoir incorporer les recommandations qui ont été soumises. Et nous voulons passer à la mise en œuvre à l'échelle internationale et nationale de ce programme. Je crois que tous ceux qui ont pu participer et qui ont contribué à la mise en œuvre de ce programme, nous savons que cette année, en fait, nous avions des attentes pour cette année, car c'était le 20e anniversaire des résolutions du Conseil de sécurité 1325. Nous devons apprendre... Nous voulions mettre ce programme comme une priorité à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et locale. Malheureusement, avec la pandémie COVID-19, nos plans initiaux ont été un peu modifiés. Cependant, cela ne veut pas dire que nous sommes moins intéressés et moins engagés. Et nous faisons un appel à l'action afin de pouvoir poursuivre ce programme. Nous savons que la situation actuelle a rendu très difficile nos actions et nos interventions, principalement pour les travailleurs de première ligne. Nous savons que la COVID
ont vraiment touché beaucoup plus les personnes les plus vulnérables. Alors, nous devons continuer à défendre les droits de la personne. Et par-dessus tout, il y a maintenant des défis qui se sont superposés. Nous devons mettre en œuvre ce programme et nous savons que ce sera beaucoup plus compliqué. Cependant, cela nous a obligés à nous adapter, faire preuve de beaucoup plus de créativité. Nous croyons que cette attitude proactive et innovatrice serait une attitude qui va nous être positive. Alors, c'est pour ça que, en tant que présidente, que cet apprentissage fasse partie de la nouvelle réalité post-pandémie. Et nous voulons que les gouvernements et les organismes de la société civile puissent travailler mieux ensemble, maintenant et à l'avenir. Alors, j'aimerais souhaiter aussi la bienvenue à tous les participants. Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire. Et nous avons très hâte de voir ce que vous avez à nous dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, les remarques de nos deux premières conférencières ont vraiment bien amorcé le webinaire. Nous allons maintenant passer la parole à des femmes artisanes de la paix ainsi que des femmes de la société civile d'ailleurs sur la planète. Nous voulons obtenir leurs commentaires sur certaines questions. Il s'agit probablement de la partie la plus importante du processus de notre programme. Nous voulons incorporer les réflexions, les idées et les appels à l'action des artisans de la paix un peu partout sur la planète. Nos deux premières conférencières, j'aimerais les remercier. Et passons à la prochaine présentation. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de questions-réponses. Nous allons repasser les questions aux bonnes personnes. Je vais maintenant présenter Christine Saint-Pierre. Christine est également une membre du comité directeur du réseau Femmes, Paix et Sécurité Canada. Elle est conseillère sur certains des enjeux. Elle sera la modératrice pour la prochaine partie de notre séance. Merci beaucoup, Michel. Je souhaite la bienvenue à tous. Merci de participer aujourd'hui et de participer à ce dialogue important. Je vais maintenant vous présenter nos trois conférencières. Nous aurons une discussion sur femmes, paix et sécurité. Nous voulons avoir leur point de vue. Quelles sont leurs priorités pour l'avenir? La première participante est Eunice Jacob Francis du Soudan du Sud. Elle est chargée de projet à Crown of the Woman, qu'il s'agit d'un organisme sans but lucratif dirigé par des femmes pour les femmes. C'est un organisme humanitaire sans objet partisan. Elles veulent autonomiser les femmes et les filles afin qu'elles puissent exploiter leur potentiel et contribuer à la construction de leur pays sur différents plans, politiques, etc. Le deuxième participant est Dr. Maria Al-Abed. Elle est la directrice exécutive de Women Now for Development. Il s'agit d'un organisme non gouvernemental de la Syrie qui veulent améliorer le développement de la société gouvernée par la démocratie, la liberté et la justice. Une société où les femmes ont un rôle pertinent dans la vie en Syrie. Elle se joint à nous de Berlin. Puis, Cecilia Lazara, de l'Argentine. Elle est une chercheuse et stagiaire pour le programme des femmes artisanes de la paix. Elle est aussi une étudiante à la maîtrise de l'Université de New York, mettant l'accent sur le développement international ainsi que le soutien humanitaire. Elle se spécialise en études mondiales. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous avez tous participé à nos consultations cet été. Nous sommes très honorés
que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette discussion. Tout d'abord, commençons avec une question. Vous avez réfléchi à l'évolution de la situation au cours des dernières années et dans le cadre de votre travail. Alors, quelle est l'évolution du programme Femmes, Paix et Sécurité? Donc, nous aimerions avoir vos opinions à partir de ce qui se passe dans votre pays. Nous savons que beaucoup d'événements ont eu lieu en 2020. J'aimerais tout d'abord que vous partagiez vos réflexions initiales. Je vais donner la parole à Eunice. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup pour la présentation, Christine. Alors, je m'appelle Pikitio Eunice. Je travaille au Soudan du Sud. Nous sommes responsables de certaines initiatives soutenues localement et par le progrès de paix des Nations unies. Alors, le programme auquel je travaille, c'est pour le renforcement du rôle des femmes et des filles. Comme vous le voyez avec le titre, nous avons un processus de paix ici au pays. Alors, je vous dirais que ça fait seulement 10 ans que nous sommes actifs au pays. Je suis très heureuse et très honorée de faire partie de ce panel aujourd'hui, du réseau des femmes, paix et sécurité. C'est très important pour notre pays. Comme on l'a mentionné plus tôt, nous mettons l'accent sur la croissance des jeunes femmes. Nous les invitons à faire part de leur opinion par rapport au pays. Alors, quelle est l'évolution du programme dans mon pays? Je vous dirais que c'était partiellement mis en œuvre. Le gouvernement doit impliquer les femmes dans les processus de paix et la société civile a mis beaucoup de poids sur le gouvernement. Nous avons des actions au Soudan du Sud. Alors, nous avons une action affirmative pour 2025. Nous mettons l'accent sur les femmes. Cependant, le processus de paix, toutes les prises de décision, la société civile, les femmes, tout le monde, ce n'est pas suffisant. Alors, il y a eu une entente de paix qui a été signée. 35 est là, mais nous ne savons pas si ça va être bien géré, car avec le pourcentage atteint au niveau du processus de paix, nous sommes quand même influencés par la question géopolitique. Alors, c'est un pourcentage. Alors, les femmes doivent faire entendre leur opinion. À tous les jours, les femmes sont de plus en plus confiantes. Elles communiquent, elles s'adressent sur certains enjeux ici au pays. Lorsqu'on parle de paix, de femmes, paix et sécurité, lorsqu'on a envoyé notre entente dans certaines de nos filiales, alors on a parlé d'armement, de mobilisation, d'intégration. On a parlé de forces policières et de l'armée. Mais il y a aussi des femmes et des enfants et on n'a pas pris compte de ça. La semaine passée, nous avons parlé avec le juge en chef du Soudan du Sud. Et il a déclaré officiellement que lorsque elle a voyagé dans le pays, elle s'est aperçue qu'on essaie de désarmer les hommes afin de les former et d'établir une force unifiée. On n'a pas donné la priorité aux femmes.
Alors, on n'a même pas accès à des serviettes sanitaires. Elle n'est pas la seule, vous savez. Mais les femmes font un appel à l'action. On veut être mieux représentées et nous voulons être intégrées. Alors, ça donne malheureusement une mauvaise image au secteur de la sécurité au pays. Car l'armée, les forces policières ne traitent pas correctement les femmes et les filles. Je vous dirais, pour l'évolution du programme Femmes, Paix et Sécurité dans mon pays, les choses évoluent, mais évoluent lentement. Car la plupart de nos efforts sont là, sont sur le terrain. Ils sont un peu, comment je pourrais dire, latentes, car, car les hommes sont là et les femmes et les filles ne peuvent s'exprimer. Je ne vous dis pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne car les femmes continuent de parler et de s'exprimer. Donc, notre organisme, sommes sur le terrain. Alors, nous avons réussi à amener de la justice, un certain type de justice. Mais nous avons quand même peur que le niveau de justice est encore soit faible ou tout à fait absent. C'est injuste. Nous croyons que nos droits dans ce pays et que la sécurité femmes au pays n'est pas encore une priorité. Nous sommes encore un peu mis de côté. Merci beaucoup, Eunice, pour votre intervention. Merci pour votre point de vue, madame. Nous allons passer maintenant la parole à Maria Al-Abed pour donner son perspective sur son projet. Bonjour, merci beaucoup. Christine? Juste avant de donner ma perspective, j'aimerais vous donner un peu de contexte, car les gens ne sont pas tous au courant de la situation en Syrie. En 2011, nous avions une révolution pacifique pour la paix et la démocratie. Aujourd'hui, le pays est tout à fait dévasté. La population est soit déplacée à l'interne ou sont maintenant des réfugiés. Au tout début, nous avions un régime criminel qui avait des actions criminelles envers sa population. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Nous avons des conflits internationaux au sein de notre pays et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Allemagne est considérée comme un pays post-conflit. Mais pour nous, nous sommes encore en conflit. Alors c'est très important à expliquer. Même aujourd'hui, malheureusement, en Syrie, il y a tellement de problématiques que même les Syriens qui sont basés dans d'autres pays ont beaucoup de choses à dire. Donc, il y a des gens en Azerbaïdjan, en Libye, etc. Et ici, on avait écouté les femmes il y a 10 ans qui ont dit « Nous devons avoir de l'éducation pour nos enfants. On ne veut pas que les choses continuent de la même manière. » Alors, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. C'est ma première réflexion. Quand on parle à la participation des femmes dans la société civile et aux femmes, paix et sécurité, ce n'est pas seulement politique, il faut comprendre leur point de vue et l'écouter. Et depuis longtemps en Syrie, la participation des femmes a été limitée à certains processus, mais nos efforts n'ont pas porté fruit jusqu'à maintenant. Aujourd'hui,
On utilise les processus judiciaires, comment attaquer le régime et les faire passer en cours. On a des pays comme l'Allemagne, pardon, qui nous aident là-dessus. Mais il n'y a pas assez de femmes impliquées dans les processus de justice. Et la plupart des gens dans le processus pénal et judiciaire sont des hommes. Il n'y a pas assez de présence féminine. Femmes sont vues comme des artisanes de paix d'une manière qui fait fi de la justice, dans le sens que les femmes vont oublier, mettre de côté, pardonner. Et certainement, les femmes peuvent participer à la répression du conflit et elles ne vont pas, elles, prendre les armes, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas faire partie de ce processus de justice. Je crois qu'il y a quand même du positif au cours des dernières années. Par exemple, il y a un fonds féministe qui a été mis sur pied. Excellente nouvelle. Et de plus en plus de nouvelles organisations, de nouveaux pays s'impliquent de cette manière et nous apportent une grande valeur ajoutée. Lorsqu'on a des donateurs et des partenaires, on discute des problèmes et on discute de solutions. Et ce n'est pas centré sur les membres ou quoi que ce soit. Donc, d'avoir une approche féministe comme ceci, c'est très important. Et on veut bien se porter sur la qualité plutôt que la quantité. Nous avons un processus davantage inclusif par rapport au FPS, Femmes, Paix et Sécurité, des processus, par exemple, qui inclut l'interprétation, comme aujourd'hui. Je crois que c'est très important. Aussi, on nous a assisté pour qu'on produise notre propre savoir. Et je crois que ça importe, car les femmes qui viennent de régions en conflit doivent devenir des productrices du savoir. Je vous invite à consulter notre site web là-dessus, parce que c'est très important d'écouter la voix des femmes qui sont passées par ce genre de choses et qui sont les experts en la matière sur le terrain. Merci, Maria, et on reviendra à certains points. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. À présent, Cecilia, à vous la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Cecilia Lazara. Je viens de l'Argentine. Je travaille avec le réseau Global Network for Women Peace Builders. Je remercie premièrement le réseau Femmes, Paix et Sécurité Canada pour leur invitation et pour leurs efforts d'inclusion de la société civile dans toute cette discussion. Je vais dire quelques mots en anglais et ensuite je parlerai un peu en espagnol. Alors, par rapport à ce qui se passe en Amérique latine, premièrement, je crois qu'il est essentiel de dire qu'il y a une crise mondiale et ça nous donne une occasion de s'arrêter et de jauger notre façon de faire, notre façon d'agir comme individu et comme être social. La pandémie a des répercussions sur tout le monde, sur le globe. Et disproportionnellement sur les femmes et les enfants. Il y a énormément de cas de violences domestiques, par exemple, et dans beaucoup d'endroits, les lignes d'appel ont de la difficulté à combler les besoins et les demandes, recevoir toutes les demandes par rapport à la violence domestique. Et il y a évidemment le fardeau de promouvoir ou de pourvoir, pardon, à la famille et aux besoins pour certaines femmes. On voit la pandémie peut-être comme une régression et comme un renforcement de nos valeurs. Alors,
Parfois, il y a beaucoup de tâches, par exemple l'éducation à la maison et peut-être prendre soin de parents âgés. Donc, tout est très difficile, tout est plus lourd. Et il est plus difficile pour les femmes de s'impliquer dans des causes telles que celle de la FPS. Les femmes sont vraiment au front, par exemple, en Colombie. Nous avons des partenaires qui collaborent avec des peuples autochtones pour distribuer des produits alimentaires et des produits d'hygiène. Ils continuent aussi leurs activités de maintien de la paix et font la défense de programmes sexospécifiques locaux. J'aimerais mentionner aussi particulièrement le rôle de certaines personnes qui font beaucoup de sensibilisation et nous aident à passer à travers cette crise. Je crois que c'est aussi une façon, une façon de promouvoir la synergie entre Femmes, Paix, Sécurité et le YPS, notre organisation. Il y a énormément de violence dans ma région, par exemple. En Argentine, une femme est tuée chaque 32 heures. Il y a vraiment un manque dans nos programmes. Seulement 7 pays ont adopté un plan national. Récemment, c'est l'Uruguay qui s'est joint à ces pays justement qui nous accueillent aujourd'hui. Et il faut qu'on fasse la promotion davantage de nos activités FPS, surtout pour les pays qui sont ou ne sont pas en état de conflit armé. On souhaite faire la promotion aussi de l'égalité hommes-femmes, ainsi que l'accès aux droits en matière de reproduction. On veut offrir un cadre pour que on encourage, on incite les gouvernements à agir en la matière. Merci. Cécilia, peut-être que nous pourrions commencer avec vous pour la prochaine question. J'essaie de m'assurer qu'on respecte notre temps. Alors, tous les panélistes ont mentionné l'interaction avec les femmes, la mobilisation des femmes dans la défense de la paix, mais aussi des difficultés et des manquements de mobilisation chez les femmes sur le terrain. Alors, selon vous, comment les leaders mondiaux peuvent-ils être plus proactifs pour mobiliser des artisanes de paix de milieux divers et vraiment aller plus loin en la matière? Merci pour cette question. Premièrement, je crois que les États membres et la société civile doivent avoir une réponse féministe. Nous devons soutenir les organisations de développement de la paix. Nous jouons un rôle crucial dans la réduction des répercussions néfastes des crises qui ont beaucoup de répercussions justement particulièrement sur les femmes et les filles. Les femmes comprennent les besoins de leur communauté locale et elles luttent pour une paix et une inclusion, même s'il y a de plus en plus de menaces et d'obstacles à leur travail. Donc, investissons dans ce genre d'efforts pour avoir des interventions efficaces. Deuxièmement, nous devons nous assurer que les femmes et les artisanes de paix soient inclus dans nos plans de réponse et de rétablissement. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont exclues
marginalisées et on veut s'assurer qu'elles puissent avoir une voix pour l'élaboration et la mise en place de réponses et réactions humanitaires dans la gestion et dans le rétablissement des choses. Nous devons aussi avoir une analyse sexo-spécifique qui reconnaît tout type de diversité au sein de nos sociétés. Il pourrait être plus facile d'utiliser une approche à taille unique, surtout puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir, mais c'est pourquoi on doit s'adapter aux dynamiques locales propres à une communauté. On veut aussi s'assurer d'avoir des interventions qui soient adaptées aux femmes et à leur situation. Troisièmement, il faut investir dans l'accès à la technologie et réduire l'écart technologique. Seulement un certain pourcentage, 19% dans les pays en voie de développement, ont accès à Internet. De plus, les femmes utilisent moins Internet et les services mobiles que les hommes. Avoir des connexions Internet, c'est bien présent. Et ça nous montre, par exemple, des inégalités entre, par exemple, les zones urbaines et rurales. Alors, il est important de se concentrer là-dessus pour s'assurer que les femmes et les filles ont accès à des plateformes où leurs voix peuvent être entendues à tous les niveaux. Et l'ONU doit aussi se rappeler d'avoir des mécanismes de protection, surtout pour les militantes, puisque les plateformes numériques jouent un rôle dans l'intimidation et dans la violence. Merci, Cecilia. Nous passons maintenant à Maria. Même question, je sais qu'elle a déjà été répondue partiellement dans votre intervention. Alors, je vous laisse la parole. Comment les leaders mondiaux peuvent-ils être plus proactifs et mobiliser davantage des artisanes de paix? Oui, je crois que j'aurais envie de répéter tout ce que Cécilia a dit. Effectivement, je suis d'accord par rapport à la protection, à avoir des efforts localisés. Aussi pour les points focaux, parfois, il y a des questions logistiques, que ce soit la traduction, autre chose, aussi les questions de visa et de passeport, tout ça. Mais je crois que ce qu'on a appris aussi dernièrement, c'est qu'on essaie d'éviter certaines approches, c'est-à-dire on veut toujours être en lien avec les gens qui font partie de l'élite, qui sont des experts. Et comme je l'ai dit auparavant, on doit voir quelles priorités émergent du terrain. On veut s'adapter, par exemple, aux femmes qui ont besoin de documentation, d'information. On veut avoir de la reddition de comptes sur le plan national. Pour les femmes qui ont survécu à des violences sexuelles et sexistes, on doit intervenir, on doit agir particulièrement sur ce plan-là. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus. Ah, et en fait, j'ajouterais mobiliser vraiment les groupes de survivants. On a beaucoup de femmes qui organisent des activités pour des victimes et survivantes en Syrie notamment. Et c'est très important, je crois, aussi d'être en lien avec des groupes informels. Merci, Maria. Eunice, vous pouvez activer la caméra et les micros. Parfait. Allez-y.
Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, vous avez mentionné dans votre intervention la mobilisation de la société civile et son rôle crucial pour aller de l'avant. Alors, on veut s'attarder à comment les leaders mondiaux peuvent être plus proactifs avec les artisanes de paix et comment ils peuvent inciter davantage les efforts des artisanes de paix. Oui, alors je dirais premièrement que les leaders mondiaux, politiques ou autres, on doit s'attarder à tous les niveaux de gouvernance. Mais premièrement, on veut habiliter les femmes. Parce que sans habilitation, une femme ne sentira pas qu'elle peut se tenir debout, défendre ses droits. Alors, je crois que appuyer les initiatives des femmes, c'est la première étape. On veut les habiliter à prendre des décisions. Et lorsqu'on prend des décisions et vraiment s'approprier un projet, une cause, alors on va se tenir debout et défendre nos propres droits. Alors, il faut réellement interagir avec les femmes, les mobiliser par rapport à cela. On va ainsi réduire, je crois, les cas de violences sexuelles et sexistes si les femmes sont habilitées pour se défendre, pour négocier. Désolée, il y a du bruit d'arrière-plan. Elle pourra, je disais donc, négocier ses propres droits sexuels. Alors vraiment, l'habilitation des femmes, c'est la première étape. On veut s'assurer aussi que les femmes aient accès à l'information. Comme quelqu'un d'autre l'a dit, la plupart des femmes n'ont pas accès à l'information. Elles n'ont pas de téléphone intelligent ou accès aux réseaux cellulaires ou Internet. Et les femmes, surtout en milieu rural, n'ont rien, n'ont pas de moyens de communication. On veut s'assurer que dans ces communautés, on intervient. Par exemple, dans un projet que je mène, on va sur communauté et on parle aux femmes. Et on va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Et on invite les femmes à se joindre à nos efforts. On veut s'attarder aux femmes. Est-ce qu'elles sont plus âgées, plus jeunes? Quel est le niveau de représentativité? Je crois vraiment donc la mobilisation et l'habilitation, en gros. Merci, Eunice. Je sais qu'on a peu de temps, mais nous pouvons prendre quelques questions après avoir survolé notre rapport. Alors, pour nos participants, écrivez-nous vos questions avec la fonction questions et réponses au bas de l'écran. C'est là que nous prendrons les questions. Nous allons donc conclure avec une grande question en assez peu de temps. On sait qu'il y a beaucoup de priorités importantes dans nos perspectives d'avenir, mais si vous deviez en choisir une, quelle serait la première priorité par rapport aux femmes, à la paix, à la sécurité pour 2021? Si vous aviez à en choisir une seule, une priorité. On comprend que ça peut être très difficile de se prononcer, de s'avancer de la sorte, mais voilà, je vous invite à vous prêter au jeu
pour 2021, quelle serait la principale priorité à votre avis? En 2 mots, je dirais effort localisé et accès. Par accès, je veux dire aller tendre la main aux femmes, particulièrement en Syrie où il y a des sanctions en place, toutes sortes de choses. Alors, on a besoin de nos partenaires et vraiment aller leur tendre la main là où elles sont. Merci. Cécilia. Oui, je vais essayer de répondre à cette question. La visée pour 2021 sera définie par le redressement post-COVID-19. Alors, j'espère que cette crise pourra être une occasion pour différentes entités pour qu'on reconnaisse les difficultés auxquelles les femmes font face au quotidien. Le travail des femmes est souvent non souligné alors qu'elles gagnent de l'argent pour la famille, elles passent beaucoup de temps à prendre soin d'enfants, des personnes âgées. Elles sont aussi des artisanes de paix dans leur communauté et la pandémie nous offre une occasion de changer cela, de voir le travail des femmes et de le mettre au centre de nos conversations. On doit saisir le moment. C'est le moment de s'exprimer pour faire reconnaître ce qu'on fait qui est considéré tout simplement une tâche de femme et de faire reconnaître cela à sa pleine valeur. Merci, Cécilia. Eunice. Vous pouvez activer votre micro. Ah, désolé. Je dirais que ma priorité pour 2021 en matière de femmes, paix et sécurité dans mon pays et dans ma région, je vraiment m'attarderai sur l'habilitation des femmes et aussi essayer de mettre fin à la violence sexuelle et sexiste. Avec le nombre de cas et tout ce qui émerge avec la COVID-19, il y a de plus en plus de cas tous les jours de violence. Et oui, ce serait ma priorité. Je vous remercie toutes pour ces échanges riches et vos points de vue. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir participé à cette conversation et de l'enrichir justement de vos points de vue. Nous allons prendre les questions un peu plus tard, mais pour l'instant, je vous remercie et je redonne la parole à Michel afin qu'on continue. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. Je suis tout à fait inspirée lorsque j'entends des femmes qui, au quotidien, travaillent à matérialiser la paix et la sécurité dans leur localité. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous entendre au cours de nos consultations et je suis heureuse de les refléter dans les recommandations de notre rapport. À présent, j'aimerais inviter Muzna Durid. Elle travaille avec le réseau Femmes, Paix et Sécurité Canada. Elle nous a aidé à écrire le rapport et je vais l'inviter à partager avec vous les recommandations. Elle est étudiante à la maîtrise en politique publique à l'Université de Concordia. Elle est une militante en matière de femmes, paix et sécurité. Elle fait partie de certaines organisations syriennes. Elle est agente de liaison et
Elle joue un grand rôle en défense des droits des femmes syriennes en particulier au Canada. Alors, Mouzna, je vous laisse nous faire un récapitulatif de ce rapport. Oui, bonjour. Alors, je me joins à vous du territoire de Kahnawake et je remercie nos partenaires pour cette occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Je souhaite reconnaître que les experts de la société civile ont été consultés et je les remercie d'avoir partagé leur point de vue et leur vécu avec nous. Sans eux, ce rapport n'aurait pas été possible. Je vais vous donner un aperçu des recommandations qui ont émergé de nos consultations. Alors, premièrement, inclure l'agenda FPS dans la réponse à la COVID-19. On a parlé principalement des responsabilités partagées à la maison et à l'extérieur. Ça devrait être reconnu dans la réponse à la pandémie. Beaucoup de participants ont parlé des femmes qui assument des tâches et des rôles au foyer. On a parlé aussi du masque, en particulier chez les communautés marginalisées et autres équipements de protection personnelle. On veut s'assurer aussi que nos efforts continuent, se poursuivent malgré la pandémie. On veut s'assurer que nos gens qui, en fait, on leur a dit qu'on devait se concentrer à la gestion de la COVID-19 et non à l'agenda FPS. Mais nous ne voulons pas, évidemment, que toutes ces questions soient mises de côté à cause de la pandémie. En 2020, ça devait être une année de célébration avec le 25e anniversaire de certaines plateformes d'action et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, mais beaucoup d'événements ont été reportés ou annulés. Et notre momentum, bien sûr, avec cette résolution 1325, on espère qu'il n'est pas perdu. Nous avons des exemples où les femmes ont été exclues de réunions et de consultations parce qu'elles n'avaient pas accès à Internet. Alors, on veut les protéger. On veut aussi demander à protéger les prisonniers politiques, particulièrement les femmes détenues. Il y a des prisonnières politiques qui sont de plus en plus menacées par la pandémie et l'accès international est souvent restreint. Nous appelons à un accès à la communauté internationale pour ces centres de détention pour s'assurer que les conditions sanitaires soient adéquates. Troisièmement, on souhaite créer un agenda FPS qui soit inclusif. Les participants ont dit que les femmes sont souvent vues comme des expertes, ou plutôt ne sont pas considérées comme des expertes par rapport à la sécurité. Il y a des biais, des a priori plus ou moins conscients, et on veut utiliser des outils en matière d'élaboration de politique avec nos partenaires afin que ce soit différent, pour que ces femmes puissent agir. Surtout les jeunes femmes s'organisent de nouvelles manières, particulièrement en ligne. Alors, cela nous va permettre d'accéder à du financement auprès du gouvernement.
principalement dans les régions où il y a des conflits actifs. Nous devons accroître le financement aux organismes de la société civile et aux ONG. Nous devons aussi prévenir l'impunité, rendre les gens imputables pour la violence sexo-spécifique en demandant la justice. Alors, nous avons les femmes artisanes de la paix, exilées. Nous devons nous assurer la formation de la paix. Il y a plusieurs administrations qui permettent aux États, aux organismes internationaux, permettent aux femmes réfugiées de pointer le doigt à leurs attaquants. Alors, nous avons eu une campagne contre les femmes artisanes de la paix. Nous voulons recueillir des preuves de violences sexuelles spécifiques par les organismes sans but lucratif, notamment par le mécanisme de surveillance indépendant des Nations unies, ainsi que par le Bureau des enquêtes criminelles. En quatrième point, nous devons améliorer les données et les informations sur les enjeux de paix et sécurité. Nous devons collecter les données, faire face aux défis. L'initiative des Nations unies, comme l'indice des femmes, paix et sécurité, sont bienvenus. On a quand même encore des lacunes, on a besoin encore de données afin de pouvoir établir des politiques factuelles. Cinquièmement, nous devons poursuivre le travail de femmes, paix et sécurité pour nous assurer que les prochaines générations soient représentées. Nous devons aussi avoir un bon financement des activités humanitariennes. Nous avons besoin de la participation des femmes et des filles. Nous mettons l'accent sur les gens qui travaillent sur les lieux. Sixième recommandation, nous voulons inclure des rapports sur le déplacement et la migration au sein du programme Femmes, Paix et Sécurité. Nous voulons avoir une réponse complète pour défendre les droits de la femme, principalement pour les femmes et les filles qui sont déplacées par les conflits. Notamment, nous voulons les aider à les relocaliser, avoir le soutien des ambassades et les aider à les protéger. Cela comprend aussi les réfugiés et les aider aussi avec le plan de rétablissement post-pandémie et la vaccination. Merci. Nous avons voulu présenter d'excellentes recommandations, comme vous l'avez vu dans le rapport. Consultez le rapport, partagez-le dans votre réseau. Beaucoup des recommandations présentées sont importantes pour la réponse immédiate de la COVID-19, comme on a discuté, mais nous pensons aussi à un rétablissement à long terme. Beaucoup d'opportunités se présentent à nous dans le cadre de cette pandémie et ça nous amène à pouvoir implémenter des changements. Les femmes peuvent catalyser ce changement. Encore une fois, merci beaucoup. Passons maintenant à la séance questions-réponses. Nous voulons respecter les délais impartis du webinaire. La première question est la suivante et s'adresse à toutes les participantes. Nous voulons savoir d'où vous venez, quel secteur vous représentez. Donc, à l'écran, vous avez un sondage. N'hésitez pas à répondre. Veuillez nous indiquer quel groupe vous représentez. Merci beaucoup. J'ai remarqué dans la boîte de clavardage, et je vous invite à mettre vos questions dans cette boîte, on a des questions assez intéressantes, des questions importantes. Je suis très heureuse qu'elles ont été posées. J'espère qu'on pourra y répondre. Je vais commencer avec la question de Rosio. Ça s'adresse à toutes nos conférencières. Selon vous, quelles sont les expériences ou les réalisations des 20 dernières années, en fait, depuis l'énoncé de la résolution 1325? Lorsque vous vous sentez prête, ouvrez votre micro.
Quelles sont les principales réalisations selon vous? Maria, je vous donne la parole. Votre micro est ouvert. Mais je voulais simplement commenter sur les recommandations, mais je vais quand même répondre à la question. Je ne peux pas me prononcer sur qu'est-ce qui s'est passé il y a de ça 20 ans. Ça ne fait que 10 ans que je suis engagée. Avoir cette discussion, pour moi, c'est un peu nouveau. Mais je crois que c'est une grande réussite lorsqu'on essaie vraiment de comprendre la perspective des femmes. Je pense que c'est un processus très important. Ce n'est pas simplement la FPS, c'est aussi international. Et c'est bien d'avoir ce fonds pour le programme FPS. C'est une réussite. Une autre petite minute, j'aimerais faire un commentaire sur les recommandations. Le rapport a mentionné quelque chose d'important, notamment, en fait, j'ai mentionné rapidement dans mes commentaires, comment pouvons-nous transférer les fonds lorsque nous faisons affaire à un État criminel et corrompu? Tous les pays donateurs doivent comprendre le risque des groupes locaux. Ils doivent évaluer les risques avec eux. Il faut demander aux organismes que lorsqu'ils donnent des fonds importants, les petits organismes ne seront pas en mesure d'obtenir ces fonds. Très souvent, on finance les grands organismes internationaux. On respecte leur travail, cependant, les groupes efficaces et qui devraient être ciblés ne reçoivent pas ces fonds. Merci beaucoup, Maria. Oui, il faut vraiment prendre le risque et de localiser nos efforts. Bon, j'aimerais savoir, quelles sont les principales réussites? Eunice. Pardon. Gowen. Je vous dirais que c'est le réseau, l'organisation des femmes, l'établissement de relations, l'établissement de partenariats stratégiques. Ce n'est pas une surprise. Les femmes qui ont fait évoluer le programme ont reçu du soutien de leurs alliés, mais cela dépend beaucoup des femmes, des organisations. Elles doivent être structurées pour faire évoluer le dossier. Et c'est comme ça que le programme pourra évoluer. La deuxième tendance, et je vous dirais une autre réussite de ce programme, est de faire changer le contexte et d'aller au-delà de la situation de conflit armé. C'était un contexte étroit à l'époque. Nous sommes maintenant dans un contexte de paix et sécurité. Cela comprend la violence au sein des pays, au sein des foyers. Car nous savons que la sécurité et la violence nous touchent tous. Cela touche davantage certains groupes. Au Canada, on a la situation spécifique des femmes et des filles autochtones ainsi que des communautés racisées. Maintenant, je vous dirais que la définition de paix et sécurité a évolué. Et c'est à notre avantage. Quant aux recommandations, elles sont riches, elles sont fantastiques, et c'est excellent du point de vue du gouvernement. On voit une vaste gamme de recommandations. Donc, obtenir votre soutien, avoir la perspective de la société civile, nous permet d'identifier certains points, notamment quelles sont les recommandations qui vont vraiment changer la donne. Sur quelles recommandations allons-nous mettre l'accent? Nous devons procéder à des choix, vous savez.
Connaître vos points de vue, connaître vos priorités, voir ce que nous devons mettre de l'avant, sont importantes. Et souvent, c'est bien de pouvoir aller chercher des résultats immédiats, principalement lorsqu'on a des actions tangibles que nous pouvons recommander à différents niveaux de nos organismes. Que ce soit nos chefs de mission à l'étranger, que ce soit nos analystes de programme, que ce soit à nos décideurs. Très souvent, lorsqu'on réussit à établir des petites étapes, nous pouvons établir nos priorités, et c'est important de le faire. C'est le genre de choix que nous devons faire à l'intérieur au sein du gouvernement. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné l'opinion du gouvernement à ce sujet. C'est bon de savoir que vous êtes engagé sur cette thématique. Merci. Et nous apprécions tout le soutien que l'Affaire mondiale Canada nous offre. Ruba nous envoie une question. Elle a parlé de justice pour les femmes, autant à l'échelle nationale que sur le plan criminel. On a parlé beaucoup d'imputabilité, de reddition de comptes au sein du système de justice. Alors, j'aimerais vous demander, comment demandez-vous au système de justice de rendre des comptes dans votre pays ou dans le contexte actuel? Maria, est-ce que vous avez une réponse? Exact. Je commencerai. C'est par rapport à ma collègue, je comprends ce qu'elle veut dire avec la Syrie, et ça croise vraiment mon premier point. Il faut vraiment inclure les femmes dans le processus de paix. Mais lorsqu'on parle de processus de justice, on s'aperçoit qu'on n'a pas le soutien nécessaire pour les femmes, pour que nous puissions participer. Alors, il y a eu un rapport sur l'accès à la justice par les femmes. J'aimerais faire appel à de la jurisprudence. Sachez que les femmes ont de la difficulté à demander une reddition de comptes, et très souvent, c'est limité, et ce, de différentes façons. On doit en tenir compte, sur tous les plans. Par exemple, les femmes au sein d'un conflit ne peuvent pas avoir accès à la justice. Alors, on a bien mentionné que c'était de la justice pour les femmes réfugiées, car en contexte de conflit, on n'a pas accès à la justice, car il n'y a pas de soutien au sein du pays. Il faut demander à du soutien dans d'autres pays pour pouvoir atteindre les criminels de guerre. Alors, c'est un point très important. Donc, définitivement, nous devons donner l'accès aux femmes, nous devons investir, mais nous devons aussi les aider à faire face à des enjeux, notamment, comme j'ai mentionné, certaines femmes sont dans le pays, mais il faut y réfléchir vraiment. Et comprendre la perspective des femmes par rapport à la justice. Pour certaines femmes, plusieurs ont été obligées de quitter, de fuir, de tout laisser derrière, de se réorganiser. Elles ont été aussi des victimes. Elles n'ont pas accès à leurs documents et ça devrait être une priorité. Nous devons soutenir la survie des femmes. Je crois que c'est nécessaire, effectivement, de protéger les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Merci beaucoup, Maria. Effectivement, la justice et la reddition de comptes est nécessaire. C'est comme ça qu'on concrétise notre programme et nos visées. Maintenant, dernier commentaire et ensuite on va conclure. Eunice ou Cécilia, avez-vous de dernières remarques? Oui, Eunice ici. Dans mon contexte,
dans le contexte de mon pays, la manière dont nous matérialisons la justice, nous avons une cour pénale pour de tels cas, mais elle n'est pas en service parce qu'il n'y a pas de budget. Mais nous avons des juges qui se tiennent debout. Nous avons des juges femmes, des avocates également, qui portent ces causes en cours. Et c'est une nécessité. Et aussi, on cherche à ce que le gouvernement soit tenu responsable. Nous avons des marches, des manifestations. Nous écrivons aussi des lettres, en particulier sur certains sujets. Par exemple, sur la violence sexuelle et sexiste. Qu'en faire dans le pays et comment tenir les délinquants responsables? Nous travaillons là-dessus beaucoup avec le système pénal. Et les gens commencent à se dire, oh, il y a réellement des lois qui peuvent condamner ces gens. Mais on est encore en phase de mise en œuvre, si on veut dire. Et il y a beaucoup de gens qui nous racontent des anecdotes par rapport à cela. Ah oui, et vraiment, le militantisme local, c'est effectivement excessivement important. Cécilia, une petite minute pour quelques derniers mots. Oui, par rapport à cette question, je crois que les organisations de femmes, paix et sécurité ont un rôle à jouer. Par exemple, en Colombie, ces organisations font le suivi de l'impact de la pandémie sur les négociations de paix. Je mentionnerai aussi que les plans de mise en œuvre pour le maintien de la paix ont ralenti puisque les gouvernements réaffectent leurs ressources à la gestion de la pandémie. Et je crois qu'on doit faire appel à l'ONU et aux États membres pour qu'ils continuent d'investir dans les processus de paix et de s'assurer de se conformer aux normes en matière d'égalité hommes-femmes. Nous devons demander davantage d'imputabilité, effectivement, au gouvernement, en particulier dans cette période. Merci, Cécilia. Belle remarque conclusive. J'aime beaucoup vous entendre toutes. À présent, nous passons à la dernière partie de notre webinaire. J'invite Jackie O'Neill à se joindre à nous. Elle est une activiste pour notre secteur au Canada et une voix forte pour notre cause. Je vous invite donc à conclure. Merci. Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde pour l'organisation. On me demande souvent comment le Canada a des approches si positives et des politiques si positives. Et je leur dis, avez-vous rencontré ces femmes? Elles sont d'une force vive. Alors, merci beaucoup pour tout votre travail. Je suis très heureuse d'avoir fait ces consultations à vos côtés. Comme il est souvent le cas, je crois que les consultations internationales nous ont aidés à collecter des points de vue dans plusieurs régions et il y a beaucoup de similitudes dans ce qui se passe. Effectivement, le contexte est important, bien sûr, et on doit être au fait des similitudes et des différences entre nos contextes. Je suis très contente aussi qu'il y ait des interprètes aujourd'hui et justement, la résolution 1325 est la résolution la
plus traduite ou traduite dans le plus de langues. Et je pense que ça en dit long sur l'engagement des femmes et de la société civile de rendre justement cette résolution accessible. Quelques réflexions par rapport à ces recommandations que nous avons lues rapidement tantôt. Il y a une phrase selon laquelle le travail des femmes est mis en sourdine. Je pense que c'est bien dit. Et parfois, je ris un peu quand les gens disent on veut s'assurer que les femmes aient une voix. Les femmes ont toujours eu une voix. C'est tout simplement qu'elles n'ont pas l'espace pour se faire entendre. Ou alors elles sont activement mises ou passées sur silence. Alors, comme vous l'avez fait aujourd'hui, on doit mobiliser des divers groupes de femmes. Et j'ai apprécié que les recommandations mettaient bien de l'avant pas seulement la consultation, mais l'écoute. On travaille là-dessus depuis longtemps et j'ai hâte de discuter de manière pour laquelle on peut avoir davantage d'imputabilité. Je rencontre aujourd'hui la commission en consolidation de la paix de l'ONU et on veut justement évaluer leur politique en matière d'égalité hommes-femmes et on veut faire le suivi expressément avec des acteurs de la société civile et leur revenir justement avec ce qui se passe. Je sais que c'est quelque chose d'assez basique d'avoir ces consultations et ensuite ces suivis. C'est assez rare, malheureusement, pour l'instant. Alors, j'espère qu'on va pouvoir discuter de ces aspects et en faire le suivi périodiquement. On a parlé de la tragédie de la COVID-19, mais vous avez aussi toutes mentionné le mot occasion. Il y a beaucoup de manières par lesquelles on peut saisir justement cette occasion et ces perturbations, ces bouleversements créés par la COVID-19. On veut avoir des données ventilées, par exemple, sexo-spécifiques, c'est l'un des aspects. Et à cause de la pandémie, il y a des gens qui commencent à comprendre l'importance d'avoir des données précises, pas seulement hommes-femmes, mais aussi urbain, rural, pauvreté ou non, orientation sexuelle, voilà. Et tout cela va vraiment éclairer nos prises de décision et notre élaboration de politique. Donc, cette collecte de données va effectivement tout changer. Et quelqu'un a parlé de la reproduction des élites et j'ai particulièrement apprécié. Aussi un mot sur l'écart numérique hommes-femmes. Et bon, on a dit justement que 2020 était une année d'anniversaire, mais je crois que collectivement, on doit faire de sorte que justement cette année d'anniversaire commence en octobre, ce mois-ci. La pandémie a retardé le tout, mais effectivement, on ne veut pas perdre ce momentum. On va prendre une année ou une décennie s'il le faut et n'acceptons pas ces arguments qui n'en viennent à rien par rapport aux femmes, à la paix et la sécurité. On ne veut pas faire de sorte qu'on se concurrence les unes les autres pour des ressources. Il est important de se reporter justement aux recommandations par rapport à l'affectation des ressources et des fonds. Voilà, là-dessus, je vous remercie. Je remercie tout le monde pour l'organisation des consultations et de l'événement d'aujourd'hui. Merci énormément, Jackie. Un excellent récapitulatif. Je crois que nous avons une vision claire pour ce qu'on a à faire pour les mois à venir. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, mais on vous encourage toutes
à rester actives. Nous avons un site web, nous sommes aussi sur Instagram, Twitter, Facebook. Vous pouvez certainement vous connecter avec nous, le réseau des femmes Paix Sécurité Canada. Aujourd'hui, notre événement, c'est tout simplement un événement dans une série d'activités qui nous permet de faire avancer la cause. Je vous invite à lire le rapport que nous avons émis. Et juste avant de conclure, je remercie mes collègues, en particulier Monique, Mouzna, Christine, Beth, qui ont travaillé très fort pour rendre cet événement une réalité, aussi pour les consultations et la rédaction du rapport. Je pense que c'est une réussite sur toute la ligne. Je remercie nos oratrices pour leur présence aujourd'hui. C'est très important que l'on entende de votre part. Ça nous permet vraiment d'avoir ces échanges. Et c'est un excellent exemple de ce qui peut être fait pour avoir une relation, une collaboration de plus en plus étroite. Je remercie bien sûr nos participants. Merci de nous avoir accordé 1h30 aujourd'hui pour entendre nos panélistes, pour échanger avec nous, avec le réseau Femmes Paix Sécurité Canada. J'espère que vous repartez enrichis. J'ai hâte de vous revoir et nous allons à présent conclure le webinaire. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.